Voilà, c'est le moment de passer. Vous avez évoqué le problème des lieux, des modifications architecturales, des lieux d'enseignement, de recherche, etc. Et c'est l'occasion de passer la parole à François Tadei, qui dirige un centre innovant, le centre de recherche interdisciplinaire, donc la transversalité. Et on va lui poser donc des questions sur comment des lieux dédiés peuvent-ils se développer pour la recherche, l'innovation et les pratiques collaboratives. On a désigné les Learning Labs, on a entendu des laboratoires de recherche pédagogique, numérique, des Fab Labs, les réseaux sociaux. Voilà tous ces personnages que tu animes si brillamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Travailler avec l'UNESCO dans le cadre d'une chaire nous permet aussi d'avoir une réflexion internationale tout à fait ouverte sur les sciences de l'apprendre. Et ce dont on s'est rendu compte progressivement, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on crée un lieu qui est dédié au sujet que tu évoques, très vite, il se passe une dynamique dans lequel il y a toujours plus de gens qui veulent faire toujours plus de choses. Nous, on a commencé sur une table où il y avait une dizaine d'étudiants qui étaient assis autour de la table, et on a doublé de taille tous les 18 mois depuis une quinzaine d'années. Donc ça vous montre que... Et on a progressivement accueilli ces différents types de lieux, que ce soit des Fab Labs, que ce soit... Maintenant, on a un MOOC Lab, un Game Lab, des Learning Lab, bien sûr. Et donc, on essaye de co-designer dans ce type de lieu des activités avec les étudiants et les enseignants et les chercheurs pour essayer de contribuer à réinventer ces manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence collective à l'heure du numérique. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire depuis maintenant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a des diplômes de licence, de master, de doctorat. Je pourrais revenir sur chacun d'entre eux si ça vous intéresse. On a monté aussi des programmes pour le scolaire, à la fois primaire, collège et lycée. Et en fait, le point commun des différents programmes que l'on mène, ce sont des programmes d'apprentissage par la recherche. On essaie de repartir de ce que Humboldt a dit il y a 200 ans, quand il a dit que l'université doit être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche. On a beaucoup parlé de liberté tout à l'heure, mais aussi un lieu où on est capable de trouver un mentor bienveillant qui accompagne l'étudiant dans son projet. Et donc, je pense que c'est ce qui explique une partie du succès du lieu qu'on a pu créer, c'est que les étudiants y ont trouvé des choses et ont développé des projets tout à fait originaux. Typiquement, on accueille des étudiants pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans d'autres contextes qui sont peut-être un peu plus cloisonnés par la tradition disciplinaire française, par exemple. Et donc, on essaie de partir beaucoup plus dans cette vision de Humboldt du projet de l'étudiant et de mettre les disciplines au service des projets. Et les lieux, le numérique, tout ça, ça se met au service du projet de l'étudiant. Et c'est comme ça que les étudiants créent régulièrement de nouveaux projets. Le Game Lab, par exemple, ou le Fab Lab ont été créés chez nous par des étudiants qui nous ont dit « mais vous vous rendez pas compte, il se passe telle chose en dehors du monde académique, est-ce qu'on ne pourrait pas le développer en interne ?» Et c'est ce qu'on a fait, et c'est comme ça que les projets ont cru progressivement. Donc cette capacité à utiliser les différentes manières d'apprendre aujourd'hui commence à être formalisée dans différents endroits. Harvard, par exemple, s'interroge sur, on a parlé tout à l'heure d'apprentissage hybride et de présentiel et de numérique, mais on peut aller un peu plus loin dans le numérique. Déjà, il a plusieurs dimensions, ça peut être des MOOC, ça peut être des vidéos, ça peut être des jeux, ça peut être plein de choses, et on peut aller plus loin aussi dans le présentiel. Le présentiel, ça peut être un amphi comme ça, mais ça peut aussi être une interaction entre pairs, ça peut être un projet dans lequel les étudiants sont impliqués, dans le cadre universitaire ou à l'extérieur, ils peuvent être en stage dans différents contextes. Et donc cette capacité à apprendre en tout lieu et de plein de manières différentes, comment est-ce qu'on optimise progressivement ce que l'on apprend dans le cadre d'un projet, ce que l'on apprend dans le cadre d'une formation avec des pairs et un mentor, et ce que l'on apprend via le numérique. Donc je pense qu'on peut se poser des questions en termes de co-design de ces différentes activités avec l'ensemble de nos publics et des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui sont intéressés par ces sujets. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années. Il y a plein d'autres gens qui font plein de choses qui sont équivalentes. Il y a un réseau de Learning Lab, il y a des réseaux de Fab Lab, de Makerspace, de Hackerspace, etc. Beaucoup de ces lieux sont informels et loin de la culture universitaire.
Quelques-uns sont des lieux universitaires et généralement les étudiants s'y retrouvent complètement et également les enseignants-chercheurs qui accompagnent les étudiants dans ce genre de cadre, mais souvent c'est pas du tout de la même manière d'accompagner que le TD ou l'amphi classique. Donc c'est à la fois plus riche et en même temps plus exigeant, mais je pense que c'est également une manière d'explorer de nouveaux possibles. Donc voilà, ce genre de choses se développe en France, à l'international, et on en a toujours plus besoin. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de Barack Obama et la déclaration de la Maison-Blanche sur le fait qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, il fallait se réinventer la société dans toutes ses dimensions, y compris les dimensions d'apprendre. Le Parlement britannique vient de remettre un rapport sur le fait que la manière dont les écoliers britanniques apprennent est probablement obsolète à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous, on ne s'est pas encore vraiment saisi du sujet, mais je pense que les conclusions ne manqueraient pas d'être similaires. Donc, je pense qu'il y a effectivement besoin de s'interroger sur ce que c'est qu'apprendre au XXIe siècle, ce que c'est qu'enseigner au XXIe siècle et ce que c'est que faire de la recherche au XXIe siècle. Il se trouve que la ministre vient de me confier une mission qui reprend ces thèmes-là. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé dans le cadre de l'Astranes sur la société apprenante. Et donc la question dont on discutait encore aujourd'hui avec le cabinet, c'est qu'est-ce que c'est que la R&D de la société apprenante ? Comment est-ce qu'on fait une R&D sur apprendre tout au long de la vie, de la petite enfance jusqu'aux plus grands âges, en passant évidemment par ce qui se passe dans le scolaire, dans le supérieur, dans la formation continue, mais également dans tout un tas de lieux d'apprentissage informel. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez appris quelque chose et la dernière fois que vous avez été en situation d'élève dans une classe, mais j'imagine qu'il y a un peu de différence entre les deux dates, ce qui prouve bien qu'on apprend tous de plein de manières et pas seulement dans un cadre scolaire ou dans un cadre formel. Donc comment est-ce qu'on prend ce genre de transformation en compte ? Comment est-ce qu'on se réinvente tout ce temps qu'on est. Alors on a beaucoup entendu parler de moyens et de difficultés de moyens aujourd'hui. Alors moi je vais vous exposer un point de vue relativement radical sur le sujet. Je me suis rendu compte que le budget de R&D de la nation c'était 2,24%, ce qui est très bien, c'est ça qui nous permet de faire évoluer nos entreprises, nos administrations, notre système de santé, etc. J'ai pas encore réussi à avoir le budget de R&D de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur sur lui-même ou de la formation continue. Peut-être que certains d'entre vous ont des chiffres, je suis tout à fait preneur, mais je doute que ça atteigne 2,24% du budget que l'on peut dépenser au total, puisqu'au total on dépense à peu près 146 milliards. Donc voilà, si on avait 3 milliards pour penser l'innovation, la recherche, le développement de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche, je pense que les difficultés qui ont été évoquées aujourd'hui seraient probablement derrière nous et qu'on pourrait plus sereinement penser d'autres dynamiques. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin de repenser ces choses-là et de se demander quelles sont nos priorités. Si on se dit société apprenante, société de la connaissance, on a besoin de penser ce que c'est que la connaissance aujourd'hui, ce que c'est que de l'acquérir, ce que c'est que de la transmettre, ce que c'est que de la co-construire. On a besoin de penser non seulement la connaissance, mais aussi la reconnaissance. Donc on a évoqué la VAE tout à l'heure avec des formules relativement innovantes qui commencent à émerger. Je pense qu'on a besoin d'une VAE au moins 2.0, pour ne pas dire X.0. Ce que j'appelle X.0, c'est un processus qui se réinvente en permanence. Un processus dans lequel, à chaque fois qu'un étudiant a appris quelque chose, un autre étudiant va pouvoir apprendre plus facilement la même chose. À chaque fois qu'un enseignant a innové, un autre enseignant doit pouvoir innover plus facilement. À chaque fois qu'un chercheur a fait de la recherche, un autre chercheur doit pouvoir la faire plus facilement. Donc le dernier thème est relativement évident, puisque c'est comme ça que le système de publication scientifique fonctionne. Mais même les publications scientifiques ont probablement besoin d'être modernisées. Et la manière de créer donc une société apprenante, des territoires apprenants, que chacun d'entre nous, à notre niveau, on a tous un minimum de responsabilité si on est dans cette salle, je pense. Donc on peut tous contribuer à libérer les énergies et à créer des cadres de liberté évolutifs et féconds pour les gens avec qui on a le plaisir d'interagir et pour maximiser leur capacité à être plus créatifs et à mobiliser leur intelligence collective pour réinventer ces manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche. Donc voilà, je vais probablement m'arrêter et puis laisser un peu de temps pour les questions parce que je pense que c'est probablement plus riche comme ça. Et donc ce rapport, juste pour vous en préciser les échéances, je suis censé rendre un pré-rapport au mois de décembre. Et je voudrais le mettre en ligne et j'espère que tous ceux d'entre vous qui le souhaiteront pourront nous donner un retour pour contribuer à l'améliorer et à comprendre quelles sont les meilleures pratiques nationales et internationales, quelles sont les choses qui existent aujourd'hui, qui pourraient exister demain, quels sont les espoirs et les peurs des uns et des autres. Et je pense que ce rapport final qui sera pour le mois de mars sera d'autant plus enrichi que les uns et les autres auront pu contribuer à donner leur retour. Donc voilà. Merci en tout cas.
Merci. Y a-t-il une question ou deux? François Tadei se propose de répondre à des questions dans la salle. Des questions dans la salle. Prenez le micro. C'est dommage le temps est un peu contraint parce qu'on aurait beaucoup de questions à te poser certainement. Moi, je vais poser une question, alors qui est d'ordre général. Je n'ai pas participé malheureusement à toute la matinée, mais j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit là sur la recherche, la réflexion sur l'évolution de la pédagogie, de la transmission de savoir. Bon, je fréquente beaucoup François Tadei, qui m'a beaucoup appris. Mais il y a un public Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Dominique Gillot, je suis sénatrice. Je m'occupe beaucoup d'enseignement supérieur, de recherche, la réforme de l'école, la refondation de l'école. Membre de l'Astranes. Et puis je suis aussi membre de l'Astranes et je préside le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Et je préside aussi le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et donc, je pense qu'il faudrait, dans toutes les réflexions que vous menez, toutes les recherches que vous menez pour adapter, utiliser le numérique dans la transmission, la construction de la connaissance, la transmission du savoir, l'élargissement de la capacité à apporter le savoir, y compris dans la rupture territoriale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un souci d'égalité d'accès et penser aux personnes avec handicap. Parce qu'à un moment donné, le numérique, ça peut aussi devenir un facteur d'exclusion pour ceux qui n'ont pas la capacité d'accès à ces outils. Alors, dans la loi pour une république numérique, j'ai plaidé, on a défendu des amendements qui ont été retenus pour que l'ensemble des dispositifs de communication soient désormais accessibles, enfin désormais, dans les 10 ans, accessibles à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, donc handicap visuel, auditif, cognitif aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à comprendre, mais qui doivent aussi y accéder. Donc je pense que l'université, l'enseignement supérieur, l'école se doit de penser ça à tous les moments. Et la recherche, bien sûr. Sur les neurosciences en particulier. Voilà. Les neurosciences font de grands progrès justement sur ces questions-là, et on peut justement fonder des grands espoirs sur la capacité, sur la manière d'atteindre certaines personnes qui sont aujourd'hui en difficulté. Néanmoins, c'est toute la chaîne de la transmission du savoir qui doit être pénétrée de cette préoccupation des personnes avec handicap, quel que soit le handicap, et pas que le handicap moteur, parce que là aujourd'hui on a vu une jeune femme qui a été empêchée d'entrer dans une université. Alors ça fait beaucoup parce qu'elle est en fauteuil roulant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont empêchés d'accéder aux apprentissages parce que on ne pense pas suffisamment à eux dans la conception de l'enseignement. Tu réponds. Merci Dominique. Je pense que c'est effectivement un point clé. Il y a, par exemple, à l'INSERM, aujourd'hui, les 10 sont devenus des sujets de recherche sur lesquels on essaie de travailler. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, en fait, on s'aperçoit que quand on fait des progrès pour un public particulier, il y a des bonnes chances pour que les solutions en question puissent passer à l'échelle et faire bénéficier l'ensemble des enfants, ou en tout cas une grande partie des jeunes. Donc je pense que c'est un point extrêmement important. En plus, il y a tout ce qu'on appelle la diversité des intelligences, et en particulier les jeunes autistes qui sont malheureusement trop souvent exclus de nos systèmes éducatifs peuvent être particulièrement brillants. Simplement, ils peuvent être hyper focalisés, et il faut pouvoir les accompagner dans le fait qu'ils ont envie de creuser une question particulière, et ça peut être difficile, mais on est en train par exemple de créer un diplôme qu'on a appelé diplôme blanc. Alors on nous a dit que c'était pas comme ça qu'il fallait l'appeler, mais il s'appelle CREE maintenant. C'est un diplôme universitaire, et c'est un diplôme dans lequel on invite les étudiants à écrire eux-mêmes leurs projets et leur parcours d'apprenant, plutôt que de partir d'un parcours qui a été préformaté pour d'autres, et ça permet de s'adapter plus facilement à des publics singuliers, qu'ils soient handicapés ou qu'ils aient tout un tas d'autres projets et d'intérêts. Et je pense que ce genre de choses va être amené à se développer, en particulier si on sait développer des open portfolios et des systèmes qui vont accompagner ces étudiants. Le numérique pouvant évidemment être un facilitateur s'il est adapté, et donc on peut se demander comment est-ce qu'on rend accessible en langue des signes ou en braille tout un tas de contenus. Donc je pense qu'il y a besoin d'inventer des dispositifs qui sont évidemment riches, et il y a besoin en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand on a ces open portfolios, si on suit
les parcours des apprenants, on peut se rendre compte que tel type d'apprenants a plus tendance à passer par là. Et en particulier, s'ils ont des difficultés liées à des troubles cognitifs ou autres, peut-être qu'il y a d'autres manières pour eux de rentrer dans tel ou tel type d'apprentissage. Et donc, on peut leur faire des recommandations personnalisées. Et je pense qu'en médecine, on parle depuis longtemps de médecine personnalisée, prédictive, préventive et participante. Et je pense qu'on a besoin de la même chose dans le domaine éducatif. On a besoin d'une éducation personnalisée, une éducation prédictive, préventive, et où on invite les gens à participer, à être en progrès permanent et en échangeant entre pairs sur les choses qui fonctionnent le mieux. Donc là, par exemple, on a un projet avec un doctorant qui travaille sur l'autisme. Et en fait, l'autisme, c'est au moins 300 mutations génétiques différentes. C'est plein de phénotypes très différents, mais ce n'est pas des millions de phénotypes différents, même si on a des millions d'enfants autistes à l'échelle planétaire. Et donc, on peut probablement leur faire des recommandations qui sont adaptées aux spécificités de chacun d'entre eux. Et donc là, les plateformes numériques, les learning analytics peuvent énormément contribuer à ces accompagnements. Il faut tout le temps y penser. Juste une information, le groupe des UNT travaille spécifiquement sur le handicap et l'accès pour les étudiants handicapés, donc grâce au numérique, en trouvant des nouveaux outils, etc. Donc voilà, c'est tout à fait en phase. Évidemment, dans tout ça, il ne faut pas perdre le sens de la relation à l'autre, de la relation humaine et directe. Et en tant que médecin, la médecine connectée peut risquer d'éloigner le patient de son thérapeute, et on voit l'intermédiation de l'écran fait qu'il y a des risques à prendre en compte, si vous voulez, et de garder l'idée que nous avons, grâce au numérique, amélioré les choses, mais il ne faut pas perdre la dimension hippocratique de la médecine. Ça libère du temps. Et il y a un collègue que j'aime bien, qui est chirurgien, Guy Valencien, qui a publié chez Odile Jacob avec un titre d'éditeur un peu provocateur, d'ailleurs, qui a fait un peu jaser dans les collègues plus conservateurs, La médecine sans médecin. C'était pas du tout son intention, c'était de montrer que le numérique libère du temps pour faire que le médecin s'occupe plus de sa relation à l'autre. Monsieur ? Oui, bonjour. Pierre Collet, Université de Strasbourg et Campus numérique des systèmes complexes. J'interviendrai demain au niveau international. On fait de l'éducation 4P à 100% nous aussi, dans le cadre du flagship poème que je décrirai demain. Et c'est une très belle idée de regarder les trajectoires d'étudiants handicapés pour voir par où ils passent, pour pouvoir ensuite faire des recommandations personnalisées pour d'autres étudiants qui pourraient avoir le même handicap. Mais dans le cadre d'éducation de masse, où à peu près n'importe qui peut se connecter, ça pose la question de comment savoir quels sont les handicaps des étudiants qui sont connectés. Alors bien qu'effectivement ça puisse permettre de trouver de nouvelles trajectoires qui puissent aider de nouveau, est-ce que ça suppose qu'il faille quelque part leur demander est-ce que vous avez un handicap? Et voilà, la question c'est comment est-ce qu'on gère ça. Alors bien entendu, si ça passe par des centres éducatifs dont qui sont identifiés comme un centre éducatif ayant des autistes comme public, là effectivement ça permet de voir exactement par où ils passent. Mais si ce sont des gens qui se connectent via Internet, c'est très difficile. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez là-dessus. On est bien d'accord qu'il y a des dangers potentiels d'une manière générale à toutes les traces numériques que l'on peut laisser, et pour quels que soient nos profils et ce qu'on est en train de faire. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut inverser une logique qui pour l'instant est essentiellement commerciale ou sécuritaire dans le suivi de ces traces, pour créer, moi j'aime appeler ça une Open CIA, une Open Collective Intelligence and Collective Agency, d'accord ? Un endroit dans lequel les traces numériques que l'on laisse seraient mises à notre disposition, à la disposition de chacun d'entre nous, en les anonymisant par ailleurs pour nous faire des recommandations qui nous faciliteraient nos apprentissages, quel que soit notre profil, qu'on soit handicapé ou pas, je veux dire, mais qu'on ait un profil d'apprenant particulier et singulier. Et on peut très bien imaginer progressivement de développer des outils qui sont un peu l'équivalent de ce que Google Maps et Blablacar sont dans le domaine des transports, pour essayer de savoir où est-ce qu'on est positionné dans l'espace des connaissances et savoir qu'il y a des opportunités de travail, par exemple, à tel endroit. Donc comment est-ce qu'on peut aller de là où on est à l'endroit où on pourrait avoir un job, et quelles sont les recommandations qu'on peut avoir en termes de contenus qui peuvent être en présentiel ou en numérique. Est-ce qu'on peut ne pas faire ce voyage seul, mais dans un
contexte un peu blablacar, trouver des gens avec qui faire le voyage et apprendre dans des collectifs qui peuvent s'auto-organiser beaucoup plus facilement que ce qui est fait aujourd'hui. Je pense qu'en particulier pour un certain nombre de publics et en particulier dans le tiers-monde, où il faudrait créer à l'échelle de la planète, juste pour vous donner des chiffres, en France, il faudrait créer 1 à 2 universités par an. À l'échelle de la planète, c'est 1 par jour. D'accord. Et donc on voit bien qu'on a des défis qui sont colossaux de passage à l'échelle d'un certain nombre de pratiques. Le ministre l'évoquait ce matin, et on a besoin, je pense, de s'appuyer sur les possibilités du numérique en faisant très attention à tout un tas de problèmes d'identité et de vie privée par ailleurs. Et aussi un problème, bon, je vous citais aussi, c'est un problème d'addictivité. Le numérique est addictif. Donc il y a... Parole, il faut dire qui vous êtes, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Donc c'est Victoria Dominguez de Langer, je représente l'Institut français. C'est la dernière question pour des raisons de timing. L'Institut français de bioinformatique. Donc je suis informaticienne moi-même. Je m'intéresse à tout le développement justement des stratégies numériques pour l'enseignement dans notre branche. Mais en revanche, je vois désormais beaucoup d'aide pour le numérique, l'enseignement numérique, et je vois quand même qu'il y a certains handicaps au niveau surtout de l'attention de l'enfant, au niveau de l'attention de l'étudiant. Donc il y a un côté addictif vis-à-vis de cette nouvelle technologie. On les fait ensuite à propos, on fait des jeux qui sont addictifs, mesures qui sont addictives, et donc il y a un certain côté qu'il ne faut pas négliger par rapport à ça. Donc je pense qu'il faut faire des études par rapport à l'effectivité de toute cette mesure. Oui, résumez une question, s'il vous plaît. Quelle est la question? Non, c'est une remarque. Je pense que donc c'est une remarque, et c'est aussi une question. Donc ma remarque, c'est sur les côtés justement. Non, mais ça c'est très clair. Je pense que il faut évidemment faire de la recherche aussi sur ces sujets-là, et pas uniquement sur comment augmenter toujours l'addiction, ce qui peut être intéressant, et on voit bien pourquoi les boîtes le font aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il faut faire de la recherche sur ce que c'est qu'apprendre à l'heure du numérique, qui peut aussi vouloir dire de savoir débrancher un certain nombre d'appareils et de savoir développer par exemple le relationnel et le face-à-face. Et je pense que donc apprendre à l'heure du numérique, ça ne veut pas uniquement dire apprendre par le numérique ou pour le numérique. Mais donc on a besoin de réfléchir systématiquement, comme je le disais tout à l'heure, à qu'est-ce qu'on apprend le mieux par le numérique et qu'est-ce qu'on apprend le mieux en face-à-face. Et on a besoin de développer un certain nombre d'outils, et on a besoin de former les jeunes à savoir quand éteindre leur téléphone aussi. Et même les adultes, parce que les adultes sont tout aussi addicted que les jeunes pour la plupart. Merci beaucoup François. Bravo, merci beaucoup. Il faudra faire une session complète sur ces aspects-là, sur le handicap, ce serait absolument génial.